Bienvenue à Fleury-de-Vendôme. Placez-vous devant le panneau d'entrée du village. Suivez les indications de parcours données par le commentaire. Entre deux étapes, à ce signal, mettez le film en pause. Arrivé sur le lieu de l'étape, désactivez la pause et visionnez les voyages dans le temps et les mini-documentaires correspondants. Bonne visite! Si on ne connaît pas les origines du village de Fleury-de-Vendôme, on a malgré tout des traces de son existence dès le XIIIe siècle. On pourrait penser que ce fut un village sans histoire, même s'il fut victime des bourgeois de Verdun en 1246, pendant la guerre communale. Son château a d'ailleurs disparu à cette période et on n'en garde aucune trace. Un village sans histoire, entré dans la grande histoire. À tel point qu'un village de Normandie, la commune de Fleury-sur-Orne, dans le Calvados, a été ainsi baptisé par ses élus en hommage à Fleury-de-Vendôme, par une décision du conseil municipal du 23 août 1916, validée par le conseil des ministres du 12 avril 1917. Cette commune s'appelait auparavant Allemagne. Ce qu'on retiendra surtout de Fleury, c'est que ce fut un village où il faisait bon vivre, où les paysans étaient nombreux et profitaient d'une terre généreuse. D'ailleurs, l'herbe des pâtures est si bonne que 2 vaches de Modeste Simon donnent naissance à des veaux jumeaux la même nuit en 1911. De nombreux corps de métier se sont développés, comme les étameurs, fondeurs et autres artisans du quotidien, comme les maçons, le maréchal ferrant, le cordonnier, le bourrelier, les aubergistes, les couturières repasseuses. Situé à une encablure de Verdun, le village jouit de la proximité de cette ville et les produits locaux ont sans doute fait le bonheur des marchands sur les étals les jours de foire ou de marché. Mais après la perte de l'Alsace-Lorraine, cette proximité de Fleury avec Verdun va bientôt être la cause de sa perte. Dès 1874, tandis que Céré de Rivière fait construire des forts tout au long de la nouvelle frontière avec la Prusse, le village de Fleury se trouve en première ligne sur les hauteurs de Meuse. Pendant 40 années, le village va subir une pression militaire française toujours plus forte. L'armée, en effet, construit des forts tout autour. Fort de Vaux, Fort de Douaumont, Souville, Tavannes, ouvrage de Froide-Terre, Fort Saint-Michel. Non seulement le village est cerné par les constructions qui abritent de plus en plus de soldats, mais des lignes de chemin de fer qui complètent un réseau privé déjà important, avec 2 lignes à voie métrique, occupent les chemins de terre qui deviennent trop exigus pour le passage des voitures et amènent le conseil municipal à se plaindre auprès des autorités militaires, mais cela restera sans effet. Pourtant, il n'y aura pas que des malheurs avec cette armée française qui s'installe presque chez l'habitant. Dans ce remue-ménage, il y a des manifestations de joie qui ajoutent à l'ambiance festive du village, comme cette réunion de la classe 1907 chez Chenet-Simon, ou encore de grands bonheurs avec des mariages de soldats, avec des jeunes filles du pays, dont les enfants viendront prolonger la mémoire de ce village aujourd'hui disparu. C'est dans ces conditions bien particulières que la vie autrefois paisible du village a été bouleversée. S'ils ont vécu heureux dans ce village,
Les habitants, qui supportent tant bien que mal les nouvelles contraintes imposées par la raison d'État, ignorent encore qu'un ouragan va s'abattre sur leurs maisons et leurs terres. Cet ouragan aura pour nom Première Guerre mondiale. Les habitants devront évacuer et pour certains partir très loin. Tout au long de la guerre, loin de chez eux, ils garderont l'espoir de rentrer, mais ils seront privés définitivement d'un retour dans leur village, car la violence de cette guerre n'a laissé ici que ruines et désolation. Comment se souvenir aujourd'hui de ce que fut la vie dans ce village ? Descendons ensemble jusqu'à la chapelle et tâchons de trouver les racines qui restent malgré tout ancrées dans ce sol meurtri. Rendez-vous devant la chapelle, au bout du chemin d'accès. Si le 1er juin 1930, le conseil, alors présidé par le maire M. Baudy, propose de faire établir un projet pour la construction d'une chapelle du souvenir, c'est en séance ordinaire du 10 août qu'il décide la construction d'un abri pour pèlerins qui rappellerait, au point de vue architectural, la chapelle Sainte-Fine. Elle sera édifiée à l'emplacement de l'église. La construction est prévue en matériaux durs et les plans sont confiés à M. Berthemy, architecte officiel de la reconstruction. Les fonds étant à prendre sur les dommages de guerre, comme pour les murs de l'ancien cimetière, décide-t-on dans la même séance. La chapelle sera inaugurée le 26 août 1934. De nombreux ex-voto rappellent le sacrifice de soldats, notamment ceux du 39e RI, dont 1633 hommes et 48 officiers ont donné leur vie le 23 juin 1916 pour sauvegarder la place de Fleury, rappelant la dureté des combats de la bataille de Verdun, et comment le village a peu à peu disparu, enfermant dans ses entrailles déchirées autant de vaillants militaires. La paroisse est placée sous l'égide de Saint Nicolas, qui est honoré ici chaque année. Des vitraux, représentant des scènes de la vie paysanne et des scènes militaires, diffusent une lumière aux 1000 reflets du souvenir. Tandis qu'une fresque de Lucien Lantier, au-dessus du chœur, rappelle l'image du village avant sa disparition, tout comme cette toile, seul élément tangible où l'église d'antan se trouve représentée. Des chemins
entourent la chapelle comme autrefois les rues cernaient l'église et permettent d'imaginer, borne après borne, qui demeurait dans ces rues et comment le quotidien a été vécu jusqu'à la disparition de Fleury de Vendôme. Du clocher qui pointait bien haut dans le ciel, il ne reste rien aujourd'hui qu'une chapelle construite sur son emplacement après la guerre. Le premier prêtre et curé de la paroisse connu s'appelle Canard. Le premier acte qu'il inscrit sur les registres date du 25 janvier 1669 pour le mariage de Jacques Fourreau et Anne Lamorlette. Anne est la fille de Pierre Lamorlette, une famille encore très présente au début du XXe siècle à Fleury. Dans les premiers temps de ces registres, on trouve des noms qui traversent les siècles comme Le Hallay, Noël, Le Tailleur, Pérignon, Petit, Colson, Poncé. La taille de l'église, comme partout à cette époque, correspond à la taille de la population. Mais Fleury est un village qui se développe. Et au début du XIXe siècle, il faut envisager son agrandissement. En 1813, le chœur est agrandi et une sacristie est accolée à l'édifice. En 1850, c'est le beffroi qui tombe de vétusté et on le reconstruit pour 2 cloches au lieu d'une que contient l'ancien clocher. Les curés se succèdent, mais l'un d'entre eux rentrera dans l'histoire pendant la guerre de 14-18. C'est l'abbé Henri-Joseph Naviot, curé des 2 villages historiques de Douaumont et de Fleury de Vendôme, qui, brancardier en 1917, a reçu la croix de guerre pour le courage et le zèle dont il a fait preuve dans une relève des blessés, rendue plus pénible par une attaque de gaz asphyxiant. Pendant qu'il reçoit sa récompense, l'église de son village tombe pierre à pierre sous les coups de boutoir de l'ennemi, et lorsqu'il reviendra à la fin de la guerre, il ne verra plus qu'un amas informe à la place du lieu de culte. Depuis la chapelle, prendre la rue Saint-Nicolas et remonter jusqu'à la statue en bois sculpté. Entre cette statue et la petite borne à votre droite, se trouve l'emplacement du presbytère. Situé rue Saint-Nicolas en face de la rue Matelin, non loin de l'église, il comprend plusieurs pièces dans 3 alcôves. Une dans la chambre du prêtre, une pour la servante attenante à la cuisine et une pour un invité éventuel située dans la salle à manger. Le curé, desservant également Douaumont, une écurie permet d'y loger sa monture. Les locaux de la servante sont séparés du logement du prêtre par un corridor. Continuez à remonter la rue sur une 50aine de mètres. Arrivez au niveau d'une petite borne, placez-vous en face sur le côté gauche. Maintenant, vous pouvez aller visiter le cimetière qui est au bout de la rue et ensuite faites demi-tour. Remontez la rue vers la chapelle et arrêtez-vous au niveau de la borne qui se trouve non loin de la croisée des chemins et placez-vous quelques mètres après celle-ci.
La famille Poncé est une grosse famille de Fleury. Émile et son épouse, Léonie Oudinot, avec leur fils Fernand, avant-dernier enfant né au village, puisqu'il a vu le jour le 29 août 1915, quitteront Fleury pour Chalon-sur-Marne avant de revenir en Meuse après la guerre. Jules, le frère d'Émile, deviendra président de la commission municipale après la Seconde Guerre mondiale. Nicolas Poncé, qui fut aussi jusqu'en 1907 maire de la localité, est agriculteur également. Il est installé rue Matelin et rue de l'Église. Dans la rue des Prés qu'ils habitent, se trouve Charles Alfred et son épouse Joséphine Lamorlette. De l'autre côté de la rue, Ferdinand et son épouse Clémence, née Olivier, eux aussi artisans de la terre. Ce couple, marié à Fleury en 1887, donnera naissance à 4 enfants. Léon, l'aîné, suivi de Lucien et de leurs sœurs Alice et Georgette. Pendant la guerre, le couple évacue dans le Puy de Dôme, à Issoire, tandis que leur fils Léon est mobilisé. Léon s'est marié lui aussi au village, avec Lucie-Marie-Augustine, le 14 décembre 1912. Ce jour-là, il s'était promis une longue vie d'amour, mais c'était sans compter avec ce fléau dévastateur que fut la guerre. Tandis que sa jeune épouse se réfugie avec ses parents à Saint-Blain, en Haute-Marne, Léon meurt à l'hôpital de Bruxelles des suites de blessures dans les premiers instants de la guerre, à l'âge de 26 ans. Il est inhumé par les Allemands et son corps repose toujours en terre belge. Reprenez la rue Saint-Nicolas et allez jusqu'à la borne marquée épicerie. Puis, placez-vous une dizaine de mètres en arrière sur le bord gauche de la rue. Reprenez la rue Saint-Nicolas et remontez-la jusqu'au monument aux morts. Juste devant celui-ci se trouve une borne indiquant la mairie. Située sur une place de la rue Saint-Nicolas, elle fait presque face au Café Baudy. La salle de mairie est à l'étage. Et c'est là que l'armée installera peu avant la guerre son matériel de télégraphie. Un matériel qui prend finalement plus de place que prévu et dont les poteaux et les fils dérangent les pigeons de l'instituteur. Le conseil municipal élu en 1900 ne manque pas de souligner dans ses décisions son mécontentement et celui de la population vis-à-vis des installations militaires qui cernent le village et demandent régulièrement réparation. C'est le cas, par exemple, pour le plan cadastral, maintes fois utilisé par les hommes du génie, qui n'est plus lisible. Il devra être restauré. Quasiment en face de la mairie, se trouve l'emplacement de l'école. On sait que les cours étaient dispensés depuis fort longtemps, puisqu'on trouve trace du premier maître d'école, Barthélemy Le Hallé, en 1671, lorsqu'il épouse une demoiselle du pays, Marguerite Petitjean. En 1844, le Conseil a fait la remise en état de la maison d'école. Mais on constate des malfaçons. Il faudra attendre 1862 pour que soit projetée la construction de l'école mixte de Fleury,
avec d'une part d'un long couloir le logement de l'instituteur et de l'autre la salle unique avec séparation compartimentée d'une partie pour les filles et une autre pour les garçons. Le bureau du maître faisant face aux deux parties. Le conseil municipal était-il misogyne ? En 1906, il prend la décision de ne pas accepter d'institutrice pour les cours du soir, sous prétexte que la pauvre femme serait trop sollicitée par les soldats qui en bénéficieraient, ainsi que les adultes du village, puisque seuls les hommes ont le droit de participer à ces cours. On parle même de manque d'autorité probable sur les garçons âgés de 12 à 14 ans. Maintenant, empruntez le chemin à votre droite et placez-vous au niveau de la petite borne et de la barrière blanche. La famille Jacot a donné 4 maires au village depuis la Révolution, et cela presque jusqu'à la disparition du village. Le premier, Nicolas Jacot, était également agent municipal dès 1796, avant d'être maire. 2 de ses petits-enfants seront également maires. Jean-Joseph pendant 6 ans et Nicolas pendant 25 ans. Avec Jules Nicolas, maire de 1884 à 1900, la famille Jacot a donné 53 années de vie municipale au village, soit un demi-siècle. Puis la famille s'est éteinte, laissant la survivance aux branches Colson, Lollier, Mangin, Husson. Les descendants étaient d'ailleurs présents en 1960 à la messe du souvenir. Parmi eux, 2 frères Colson, dont l'abbé Raymond Colson, et Lucien, né en 1902 à Fleury, qui se tient non loin de Camille Mangin. Reprenez la rue Saint-Nicolas et remontez-la jusqu'à la borne indiquant le lavoir à gauche de la rue. Placez-vous plus haut, une vingtaine de mètres après celle-ci. Il y a 2 lavoirs importants à Fleury. Le plus ancien est sans doute celui du bas de la rue Saint-Nicolas, qui était situé juste en face de la rue de l'Église. Il nécessitera des travaux de réfection en poterie de Balève en 1850. L'autre, en haut de la même rue, est plus spacieux et plus clarteux. Une verrière importante de forme demi-circulaire lui donne sa lumière, tandis que sur l'arrière, un abreuvoir permet aux bêtes de trouver l'eau au retour des pâtures, au moment de la traite. Auparavant, il y avait 2 fontaines, et en 1836, le conseil profite de leur réparation pour faire creuser un puits. Aujourd'hui, l'emplacement du lavoir d'en haut reste marqué. Continuez à remonter la rue, jusque devant les escaliers, puis tournez à droite et dirigez-vous vers la borne au plus près des arbres.
Nicolas Modeste Simon est le frère de Nicolas René, le maire de Fleury. Parti lui aussi en évacuation à Bar-le-Duc, il n'est pas seulement l'homme dont les vaches mettent bas des veaux jumeaux, il est agriculteur, maraîcher et surtout, par son mariage avec Julie Chenet, il est le patron de ce lieu de vie où les régiments passent prendre un instant de bon temps, comme ici ceux de la classe 1906 du 161e RI. Le couple a dû laisser tout cela pour se réfugier dans la capitale meusienne. Le 21 janvier 1915, ils apprennent l'heureuse nouvelle de la naissance de leur petite-fille Charlotte à Nîmes, où leur fille Jeanne est partie, avant d'avoir pu épouser Charles Cazin, mobilisé dans l'aviation, et qui reconnaîtra cet enfant à Verdun quelques jours plus tard. Modeste est inquiet pour ses bêtes et ses cultures. Jeanne, qui rentrait de Nîmes, va entreprendre, dès le début avril 1915, les démarches auprès de l'administration pour obtenir l'autorisation de remonter au village. Autorisation qui ne sera accordée que fin mai. De retour à son domicile, avec sa femme et sa fille, Modeste va pouvoir s'occuper de ses terres et de son bétail. La famille Simon profite de ce répit avec une certaine tension. Les militaires présents ne sont plus les consommateurs d'antan, mais des soldats en guerre, avec tous les risques que comporte la proximité de l'ennemi. Pourtant, la famille va vivre un moment de bonheur avec l'union de Jeanne avec son aviateur. Mariage qui sera le dernier célébré dans la commune le 27 juillet 1915 avec la légitimation de l'enfant qui portera désormais le nom de son père. Hélas, ce répit ne durera que quelques mois, puisqu'en février 1916, la famille quittera définitivement Fleury pour Beaune, dans la Côte d'Or, où elle s'installera avec le mari de Jeanne. En haut du village se trouve le cordonnier Léonce Leguet. Âgé de 32 ans, il se marie le 3 décembre 1900 avec Marie-Clémence Olivier. De cette union naîtront 7 enfants entre 1900 et 1914, dont l'un laissera un souvenir de bravoure. Fernand Leguet, né le 8 octobre 1907 à Fleury, entre dans la résistance lors du second conflit mondial. Et avec ses camarades du groupe Savoie, il empêche la destruction du pont Beaurepaire à Verdun en 1944, permettant ainsi le passage de l'armée américaine. Il mourra le 29 janvier 1945 en faisant sauter un dépôt de munitions alors qu'il était employé civil au service du déminage des obusages. À ce titre, il aura droit à la mention « Mort pour la France » et son nom, ainsi que son effigie, ornent aujourd'hui le pont de Verdun qui porte son nom, le pont Fernand Leguet. L'étain, le plomb, le zinc, c'était l'affaire de toute une famille de Fleury, la famille Ligoni. Jean-Joseph était fondeur et étameur. Il apprend son métier et offre son expérience à son fils Jules, qui deviendra chaudronnier, mais qui ne pourra lui succéder longtemps, car il meurt avant son père en 1893. C'est au petit-fils Charles Edmond qu'il reviendra d'assurer la suite de la petite entreprise familiale, du moins jusqu'à la guerre. Ferblantier, plombier zingueur, Charles Edmond Ligoni sera fait prisonnier au fort du camp des Romains, près de Saint-Miel, le 24 septembre 1914. Blessé par balle à la tête, il sera interné à Grafenwohr, en Allemagne, et rapatrié le 29 décembre 1918, tandis que sa grand-mère décédera dans le sud de la Meuse, où elle s'est trouvée en évacuation.
Notre découverte guidée du village est désormais terminée. La commission municipale de Fleury-Devant-Douaumont vous remercie de votre visite.